Bonjour à tous et très bienvenue dans Découverte Jardin et dans notre petit jardin secret. De semaine en semaine, ce jardin de moins de 500 mètres carrés va servir de fil rouge à notre émission. Ensemble, nous allons le planter, le soigner, l'entretenir et vous le verrez ainsi évoluer au fil des saisons. Alors maintenant, en route pour la première visite d'inspection. Nous sommes ici sur le jardin Fraîcheur, un jardin qui se situe en deux niveaux. Le niveau le plus bas, bien entendu, c'est un bassin et au-dessus, nous allons avoir la salle à manger d'extérieur, l'endroit de convivialité. Ce bassin est entouré de plusieurs massifs, un ensemble d'arbustes qui évoluent au fil des saisons, deux potées de lavande pour donner un petit côté méditerranéen au jardin. Et là, on se retrouve un tout petit peu plus à l'ombre avec des camélias. Il y a plusieurs espèces et puis un grand rosier qui s'appelle Ghislaine de Féligonde et que je vous présenterai bien évidemment au printemps. Comme nous aimons bien tout ce qui est exotique, eh bien nous avons installé ici un coin beaucoup plus sec, un endroit qui reçoit le soleil avec Musella, avec Cordina australis, graminées, cycas. Et puis un petit endroit tout près de la cuisine qui est le préféré de ma femme Nicole, là où elle a planté une vigne âgée de plus de 40 ans et où se trouvent aussi ces magnifiques rosiers. Et puisque nous sommes pratiquement à l'automne maintenant, je vous invite à nous rendre à la Motte à Char en Vendée au potager extraordinaire pour découvrir des cucurbitacées. Ce sont les plantes vedettes de la semaine. Cucurbita, Cucumis, Cucumella, Cucumeropsis, Cucurbitella, autant de noms cucu qui font partie de la famille des cucurbitacées qui comprend 120 genres et quelques 825 espèces dont les potirons, les citrouilles, les giromons, les pâtissons que je vous propose de découvrir ici dans la collection exceptionnelle du potager extraordinaire de la Motte à Char. Bien qu'il s'agisse pour la plupart de grandes plantes herbacées, grimpantes ou rampantes, les cucurbitacées sont connues depuis l'Antiquité. Pas les courges qui, venant d'Amérique, ont été introduites en Europe seulement après Christophe Colomb, mais pas la gourde ou la pastèque qui sont d'origine africaine. Mais savez-vous qu'il existe une cucurbitacée bien française? C'est la brionne, une grande plante grimpante assez envahissante qui est considérée comme une mauvaise herbe, mais qui possède aussi d'excellentes propriétés médicinales. Si les fruits de la brionne sont franchement toxiques, en revanche, les courges, pour la plupart, produisent des fruits comestibles. Et ici, à la Motte à Char, nous en avons une quantité extraordinaire. Alors Michel, vous récoltez un petit coup de rugby. Allez, passez-moi les variétés. Merci. Alors il y en a beaucoup de sortes différentes. Et je vais recevoir maintenant un petit marron et vous présenter toutes ces variétés en détail. Quelle belle récolte, Michel, ça c'est vraiment impressionnant. Alors là-dedans, bien entendu, il y en a des plus ou moins savoureux. Pour vous, quels sont les meilleurs? Eh bien, avec la traditionnelle citrouille rouge vive des tempes, avec laquelle on fait des potages, moi je préfère ajouter de la chair de butternut. Celle-ci est beaucoup plus sucrée et goûteuse. Si vous voulez faire un légume d'accompagnement d'une viande, n'hésitez pas à prendre un potimarron poêlé. Et pour le dessert, j'ai encore mieux, la melonnette de Vendée. On peut faire avec ce fruit des confitures extraordinaires, on peut faire des beignets, on peut faire des fruits confits. Et avec le giromon, qu'est-ce qu'on fait? Le giromon est un fruit moyen. On ne peut manger que la base, comme un artichaut, puisqu'il est rempli de graines dans cette partie-là. Mais sur le plan saveur, je crois que vous avez un secret. Si je les aime toutes dans cette brouettée, ma préférence va au potimarron cabocha. Piètre allure, mais goût fantastique. Sa seule difficulté, c'est qu'il est très très dur à découper. Mais vous coupez pas quand même, Michel. Voilà, regardez cette chair. L'odeur est agréable, mais alors, c'est dur, hein? Oui, mais 10 minutes de cuisson vont l'attendrir et vous allez avoir un légume aussi délicieux et aussi fondant qu'une pomme de terre nouvelle. Alors maintenant qu'on a bien dégusté, on a aussi un ensemble de courges qui sont uniquement décoratives. Tout à fait. Mais ça, c'est pour le plaisir de la table et pour faire un bouquet original, vous pouvez mettre des coloquintes, qui sont des cucurbitacées uniquement décoratives. Mais vous en avez de toute espèce et de tout genre. Des doigts ou des griffes de sorcière? Griffes du diable. Du diable! Vous avez
vraiment des cucurbitacées extraordinaires au potager, mais je suis sûr que vous avez encore quelques petites merveilles à nous montrer. Tout à fait, des dizaines. Le monde des cucurbitacées est assez inépuisable. D'ailleurs, on peut aller en voir quelques-unes qui sont remarquables. Alors Michel, voilà une courge italienne. Tout à fait. Elle s'appelle Marina di Chioggia. Alors toute boursouflée, bizarroïde. Toute boursouflée, mais c'est une courge qui est très goûteuse, très solide. Elle pousse dans les marais sur le bord de la mer Adriatique, à côté de Venise. C'est le fruit emblématique d'un village. Et on peut la manger? Et on peut la manger. Elle est excellente en potage, en soufflé, en tarte. Et maintenant, nous allons voir un autre phénomène, la noire de Hubbard. Alors voilà donc un phénomène assez extraordinaire. Elle n'est pas vraiment noire, mais quand même très très foncée. C'est une américaine. Tout à fait. Elle s'appelle la Black Hubbard. Hubbard était un botaniste qui suivait les conquistadors à la découverte du Nouveau Monde et qui a ramené dans les galions ces magnifiques fruits qui sont exceptionnels puisqu'ils ont une durée de garde de 2 ans. Et les explorateurs pouvaient les mettre sur le bateau et puis avoir de la nourriture. Et avoir de la nourriture fraîche et des vitamines pendant leur traversée. Et c'est également une courge historique. Tout à fait, puisque c'est la courge qui est à l'origine du Thanksgiving. Les colons qui traversaient le Nouveau Monde sont restés bloqués dans le désert sans nourriture et sans eau, et les Indiens, pour leur sauver la vie, leur ont offert cette citrouille qu'ils ont dégustée et qui leur ont permis de survivre. Et donc on leur a dit merci. Thank you. Ah bah tiens, voilà le fameux galeux des Innes. Alors pourquoi ce nom très curieux, Michel? Eh bien parce que à maturité, le fruit se couvre de galles. Ah oui, on voit bien. Hein. Pourquoi ce nom? Parce que c'est un fruit qui pousse dans un petit village à côté de Bordeaux qui s'appelle Ésine. Et il est tout galeux. Tout à fait, quand il est à maturité. Ah oui, il est vraiment tout galeux et on dirait vraiment une plante de sorcière. Et qui dit sorcière dit bien sûr Halloween. Nous allons en parler tout de suite. Le mot Halloween est la contraction de All Hallows Eve, c'est-à-dire littéralement la veille de la Toussaint. Et on pense qu'à cette époque-là, c'est le moment propice où les sorcières, ou les démons, ou les diables viennent hanter les vivants. La tradition veut que l'on utilise cette courge, la Jack-o'-lantern, qui est un hybride américain d'environ 5 à 10 kg, pour sculpter la plante, la mettre à l'extérieur de la maison, de manière à éloigner les mauvais esprits. Je passe sous une grande tonnelle habillée d'une akébie de Chine pour arriver dans la deuxième partie de notre jardin, le coin de terre de bruyère ombragé par un énorme érable qui est un faux platane. Il y a la possibilité de cultiver en permanence rhododendron, azalée, camélia, bruyère, hydrangea et même d'autres plantes qui, au printemps, apparaissent comme par enchantement. La particularité de ce massif surélevé qui a été réalisé dans de la terre de bruyère pure, c'est qu'il est très drainant et il s'assèche facilement. Nous sommes obligés de l'arroser pratiquement tous les soirs et ça tombe bien parce que dans sa rubrique « Mon jardin au féminin », Nicole va vous montrer une nouveauté très intéressante pour l'arrosage. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 nouveautés plaisir et utiles. Une collection de sécateurs aussi esthétique que pratique. Un kit d'arrosage passe-partout et poids-plume. Allons les essayer ensemble sur le terrain. Pesant moins de 2 kg, le Picoril est le seul dévidoir de ma connaissance que l'on puisse tenir à la main et emporter partout. Muni d'un pistolet à pomme, il diffuse une pluie fine idéale pour les bassinages qui rafraîchissent les plantes après une chaude journée d'été. Compact, le Picoril inclut 10 mètres de tuyaux, ce qui est tout à fait suffisant sur une terrasse ou dans un petit jardin. On le tient à la main, ce qui permet une mobilité optimale que j'ai beaucoup appréciée dans notre jardin aux plantations très variées. Le système d'enroulage automatique du Picoril permet d'ajuster la longueur du tuyau à volonté. Une fois le travail terminé, le tuyau et son pistolet viennent s'insérer dans un logement bien pratique. D'un design élégant et moderne, le Picoril a tout pour séduire les jardinières. De même que le sécateur que je vous invite à essayer avec moi. Bien galbé, tout en courbe élégante, le sécateur Clarity
a été décidé par mon ami Stéphane Marie, le célèbre jardinier de l'émission Silence ça pousse. Le manche translucide, bleu, vert, rose ou orange au choix, apporte une touche d'élégance et de modernité qui a tout pour séduire les jardinières. Mesurant 20 cm de long, soit une bonne dimension pour une main féminine, Clarity permet de couper net des branches jusqu'à 2 cm, en bois tendre, bien sûr. J'aime sa souplesse et sa légèreté, ainsi que ses poignées parfaitement adaptées à la forme de la main. C'est un outil conçu et fabriqué en France, dont je n'arrive plus à me séparer et qui fait de la taille un vrai plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine sur News Jardin TV, bien sûr. De retour dans notre petit jardin urbain, toujours la même ambiance exotique avec le bananier d'Abyssinie, la fougère arborescente qui vous invite à pénétrer dans le jardin structuré, 4 carrés, au milieu d'une végétation totalement exubérante. Nous avons conçu une partie avec des dallages réguliers sous forme de pavés, des plantations très généreuses, des rosiers, des physocarpus, arbres à faisans. Pour rappeler le côté structuré du jardin, nous avons planté dans des grands bacs 2 houx américains Ilex crenata taillés en nuages, une taille qui rappelle la collection de bonsaï qui se trouve sur cette grande terrasse d'allée en bois, terrasse qui accueille également en été la collection d'orchidées de Madame Yolan. Qui dit bonsaï ou orchidée pense plantes exotiques, alors il est temps de retrouver notre rubrique plantes d'ailleurs, aujourd'hui avec le cycas ou sagu du Japon. Je vais vous parler aujourd'hui d'une plante primitive, une plante pourtant assez connue que l'on appelle le Cycas revoluta ou sagu du Japon, plante qui a été découverte en 1782 par le naturaliste allemand Karl Peter Thunberg sur l'île de Ryukyu au Japon. Pourquoi ce nom curieux de revoluta? Eh bien parce qu'en latin, revolutus veut dire recourbé. Et lorsque l'on regarde le dessous des folioles, ou du moins lorsque l'on passe le doigt dessus, eh bien on se rend compte qu'elle est recourbée vers l'intérieur, elle est donc révolutée, cycas, revoluta, ce QFD. Bien qu'il en ait l'aspect avec son faux tronc, qu'on appelle un stipe, qui est arborescent, ce n'est pas une fougère arborescente, et ce n'est pas non plus un palmier, même si ces longues feuilles ressemblent évidemment à celles d'un palmier, elles sont, comme disent les botanistes, palmées. Non, le cycas appartient aux cycadales, à la famille des cycadacées, qui sont des plantes extrêmement primitives que l'on trouve à peu près à l'époque des conifères. Les cycas ne sont pas des plantes d'intérieur comme parfois on peut le croire ou même le dire, ce sont des plantes méditerranéennes. D'ailleurs, on les voit très très bien sur la Côte d'Azur, en pleine terre, ils se plaisent parfaitement. Si vous n'habitez pas malheureusement dans ces endroits privilégiés, eh bien, vous pouvez l'accueillir dans votre jardin pendant l'été et l'hiverner durant toute la mauvaise saison dans une verrière ou une serre froide. Les cycas sont des plantes dioïques, ça veut dire qu'il y a des cycas mâles et des cycas femelles. Ils forment des gros cônes lorsqu'ils sont adultes au milieu de la touffe comme cela et ils vont disperser des graines. Ce sont donc des spermatophytes. Oui, on fait beaucoup de botanique aujourd'hui, mais il faut un petit peu comprendre tout cela. Et la plante est très particulière dans le fait que son panache de feuilles, son ensemble de feuillage va se renouveler assez régulièrement et c'est là qu'intervient le jardinier. Lorsque les cycas sont cultivés dans de bonnes conditions, c'est-à-dire plein soleil et plutôt de la sécheresse, eh bien chaque année, ils vont nous former une nouvelle couronne de feuilles toutes jolies, toutes tendres, alors que les anciennes commencent à se tacher, à se décolorer, à s'abîmer, et il va être temps de les éliminer pour laisser celles-ci s'épanouir complètement. J'ai mis des gants en cuir parce que les cycas ne sont pas très caressants, ils sont très épineux sur la base des pétioles, alors on va les couper au ras. Et c'est cette partie-là qui constitue petit à petit, au fil des années, le nouveau tronc. Donc je rappelle, un stipe. Et un petit conseil de pro pour terminer, n'arrosez jamais votre cycas, laissez simplement la nature le faire pour vous, elle fait si bien les choses.
Vous l'aurez deviné, l'exotisme est notre grande passion et nous profitons de l'été pour sortir quelques plantes frileuses qui vont rentrer en hiver dans la véranda. C'est le cas du Pakira que nous avons derrière, du Strelitzia et de bientôt de petites merveilles que l'on met dans la verrière pour passer la mauvaise saison. Notre véranda est orientée vers le nord, ce qui est un avantage pour éviter qu'elle se transforme en four en été, et elle est même ombragée par des grands arbres comme l'érable de Tartarie, la serre Tataricum ginala. Nous avons aussi un très bel arbre de Judée à feuillage pourpre, des très grands, mais très grands, Cornus cousa et Cornus florida, ainsi que, pour l'été encore une fois, la fougère arborescente. Alors continuons notre découverte exotique du jardin avec par exemple ici une grosse potée de Cymbidium. C'est une orchidée qui va attendre les premières fraîcheurs de l'automne pour rentrer parce qu'à ce moment elle va nous faire une énorme floraison. Et je me promène tranquillement sur cette paillette d'ardoise à la fois confortable et très pratique pour aboutir à notre forêt de bambou, Philostachys viridiglossescens de 40 ans d'âge. Et qui dit bambou dit les jardins du Loriot. C'est à Venanceau, c'est en Vendée et c'est notre rubrique Jardin à visiter. À la Mancellière, entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, les jardins du Loriot vous garantissent un dépaysement total entre plans d'eau et collection de bambous. Une découverte que je vous invite à faire en ma compagnie est celle du maître des lieux. Bienvenue au jardin du Loriot. Jacques Chaplin, vous êtes avec votre femme Monique les créateurs des jardins du Loriot. Alors pourquoi ce nom? Loriot, tout simplement parce que nous avons créé un jardin exotique et que le Loriot vient d'Afrique à partir du mois de mai, nous on quittera au mois d'août. Et il va être présent dans le jardin. Il est présent dans le jardin et il a de très belles couleurs. Mais moins facile à observer que vos bambous. Il est très difficile à observer, il est toujours en haut des frondaisons pour nourrir ses petits. Une partie de votre jardin s'appelle le Bambousetum Jean Houzeau de Lehay, un nom vraiment très bizarre. C'est vrai, Bambousetum, c'est un nom assez rare et c'est un nom qui a été choisi par Jean Houzeau de Lehay. Jean Houzeau de Lehay était un naturaliste qui a vécu à la moitié du 19e siècle et il a vécu très longtemps, jusqu'à 1959, et il s'est passionné pour deux plantes essentiellement, pour les orchidées et pour les bambous. Alors, le nom Bambousetum. D'où le nom Bambousetum. En fait, un jardin de bambou. C'est un jardin de bambou, mais plus particulier. Il est pour conserver, observer, parce que Jean Houzeau était non seulement un naturaliste, mais était le premier à avoir un grand jardin de bambou, ce qui surprenait bien sûr beaucoup de gens. Avoir des bambous comme ça, tout près de la frontière française, en Belgique, et il avait jusqu'à une centaine de bambous. Et au jardin du Loriot, 130 espèces et variétés de bambous vous attendent. Vous avez réussi à concilier la majesté de la végétation avec le murmure de l'eau. On appelle d'ailleurs, on dit jardin du Loriot, bambous et jeux d'eau en Vendée. Et une bonne illustration, cette roue à aube qui a été fabriquée au Vietnam et que des amis de la Mancellière, le village dans lequel nous vivons, sont venus m'aider à installer. J'aime beaucoup écouter le murmure de l'eau dans cette roue à aube. Jacques Chaplin, vous avez ouvert très récemment les jardins du Loriot au public, mais vous les cultivez depuis combien de temps? Ah, le premier bambou, il y a 34 ans que je l'ai planté. Mais dans ce parc proprement dit, le premier bambou a été planté en 2002. Alors donc c'est absolument impressionnant, il y a une végétation fulgurante. C'est vrai que c'est une des plantes qui pousse le plus vite au monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi notamment de planter des bambous, parce que ça nous donne la perspective de les voir pousser très grands et très rapidement.
Jacques Chaplin, lorsque l'on pense bambou, on imagine tout de suite un panda en train de dévorer les feuilles du bambou. Est-ce que vous avez de ces variétés spécifiques de la Chine? Oui, tout à fait, on va aller les voir. Si j'étais panda, je serais en permanence en train de grignoter ces feuilles de l'extrémité des tiges de bambou. Tout à fait, mais il vous faudrait toute une forêt de Fargesia, parce que imaginez, le panda, il mange par jour 2/3 de son poids, et comme il fait en moyenne 60 kg, il en faut quelques Fargesia. Oui, mais il n'y a plus beaucoup de pandas, malheureusement. Alors, ces bambous, ils sont spécifiques de la Chine ou on peut les avoir dans son jardin? Alors, ils sont originaires du pays des pandas, au Sichuan, à 2800 mètres d'altitude, mais on les trouve, celui-ci particulièrement, on le trouve assez facilement dans le commerce. Et il s'appelle? Il s'appelle Fargesia rufa. Au cours de la promenade, des objets en bambou s'animent grâce à la magie de l'eau. Fontaines, canaux, cascades, jets d'eau et le fameux Shishi Odoshi, le chasse-cerf, décore les quelques 10 bassins des jardins du Loriot. Tout beau, les jardins du Loriot vous garantissent un dépaysement total au milieu de plantes venues du bout du monde. N'hésitez pas à venir vous y promener, c'est 2 heures de balade en toute sérénité. Amis des plantes, de la nature, de la botanique et des jardins, merci d'avoir suivi ce numéro de Découverte Jardin et rendez-vous la semaine prochaine sur News Jardin TV, bien sûr.